Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce sixième numéro de Talkiji, le talk show de l'information jeunesse. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je retrouve Marion pour co-animer cette émission autour des données. Avec ce titre, données, n'a-t-on vraiment rien à cacher? On retrouve de l'équipe habituelle Siegfried, Pierre. On fait un petit coucou à Ornella qui est en direct de La Réunion, qui a 2 heures d'avance sur nous et qui sera là pour la chronique des promeneurs du net. Un petit coucou à Sylvain Lapointe d'Atagueule et à Chloridric de la Quadrature du Net, mais on vous présentera un petit peu plus en détail au moment de lancer le débat. Le traditionnel sondage de Talkiji sur bicast.live, code session Talkiji, de toute façon, comme toutes les semaines, c'est marqué en bas. Avez-vous des choses à cacher? Tout simplement. Et en général, est-ce que Siegfried, Pierre, vous avez des choses à cacher, vous? Oui, moi j'ai des problèmes capillaires, je cache. Moi j'ai des problèmes de coiffeur, mais ce sera réglé la semaine prochaine. Marion, le programme aujourd'hui de ce qui pourrait s'annoncer comme le dernier Talkiji. Alors aujourd'hui, on va commencer avec une première partie de débat. Ensuite, on va embrayer sur la chronique de Pierre vue sur les réseaux. Il nous a trouvé encore une petite pépite des réseaux sociaux. Ensuite, on a un super jeu de Romain à l'heure de la récré. On embrayera ensuite sur la deuxième partie du débat, encore avec Chloridric et Sylvain. Et on retrouve Siegfried pour sa mauvaise humeur et Ornella pour la chronique des PDN. Et enfin, pour l'heure du show, on a un projet solidaire Madagascar, le clip confiné de Imao. Cool. Et puis quelques pleurs, du rire, parce que si c'est la dernière, on va se sentir obligé de pleurer à la fin. Des invités peut-être surprises qui viendront nous faire un petit coucou à un moment ou à un autre. Voilà, c'est parti pour le débat sans plus tarder, parce que sinon on va encore nous dire qu'on met trop de temps à lancer. Le petit jingle, vous connaissez maintenant, et c'est parti. Et pour le débat, Marion, on accueille... Alors, on accueille Sylvain Lapointe, qui est à la fois dans DataGueule et DataActiviste. Je vais te laisser te présenter rapidement, Sylvain. Oui, alors je suis data journaliste pour le programme DataGueule, dont je suis co-auteur depuis maintenant 5 ans et demi, et je suis depuis un peu moins longtemps, depuis 3 ans, coopérateur au sein de la scope DataActiviste, dont la spécialité est l'open data. Merci Sylvain. Et à ton tour, Chloridric, tu fais partie de la Quadrature du Net. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis membre de la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, c'est une association de défense des droits et des libertés dans l'espace numérique qui existe depuis 2008. Et voilà, donc ça fait une dizaine d'années que je suis bénévole pour la Quadrature du Net. Et voilà, et donc on travaille sur tout un tas de sujets, sur les sujets de surveillance, de données, etc., etc. Tout ce qui est dans l'espace numérique nous intéresse. Ok, super. Est-ce que on entend parler de data, de données, mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse. Qu'est-ce que ça veut dire data? Qu'est-ce que ça veut dire données? Question. Vous n'avez pas longtemps pour répondre en plus, alors je vous laisse embrayer. Je te laisse y aller ou c'est très compliqué de répondre parce qu'en fait, il y a plein de façons d'utiliser données dans l'espace public et plein de façons d'approcher ce mot. L'usage, ça peut être, pour moi, en tant que journaliste, la data, c'est un enregistrement. C'est le fait de capter une information sur quelque chose de manière atomique. C'est-à-dire que c'est, par exemple, l'état d'une chose dans le monde réel, entre guillemets, ou à l'état numérique, à un instant donné. Une qualité, une quantité qu'on va capter. Après, ça peut aussi être, et c'est souvent l'usage qu'on en a aujourd'hui dans l'espace public, la donnée personnelle, vos data. Et derrière, vous avez toute une somme de termes, big data, open data, qu'on explorera peut-être, mais qui brouillent un peu les pistes. Pour moi, au départ, la data, c'est ça. C'est cet atome
qui va nous permettre, en croisant avec plein d'autres atomes, de mieux comprendre et de capter le monde. Oui, et puis je compléterais donc en disant que oui, la data, c'est la transformation d'une réalité en information. Donc cette transformation, elle est politique aussi. On décide de qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'on récupère comme information sur le réel et de quelle manière on l'interprète. Donc il y a tout un tas ensuite de types d'interprétations qu'on peut avoir, de traitements qu'on peut faire sur ces données-là. Et tout ça, ça peut se questionner de savoir quelles sont ces données, donc ces data données en français qu'on va récupérer, les traitements qu'on va effectuer dessus, qui a le droit de les faire, de quelle manière, etc. Et donc, je pense qu'on en discutera un peu de tout ça. Justement, sur cette question des data, citation d'Eric Schmidt en 2009, patron de chez Google. Si vous faites quelque chose et que vous ne voulez que personne ne le sache, peut-être devriez-vous déjà commencer par ne pas le faire. Est-ce que, quand on tient ce genre de propos, ce n'est pas la porte ouverte à la récupération de toutes les données, finalement? C'est de la pure rhétorique. En fait, il prêche juste pour sa paroisse. L'idée est d'expliquer que toute donnée peut être transformée en un produit. Nous, on pense que c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que la donnée, elle vous appartient. La donnée qui est générée par ces applications, elle doit être questionnée. Est-ce qu'il est légitime que des applications de transport, par exemple, pour aller d'un point A à un point B, utilisent vos données personnelles pour faire des statistiques et les revendre ensuite à d'autres? Pas forcément. Vous avez un espèce de contrat tacite ou réel entre vous et cette application-là. Et les données de déplacement ne servent qu'à vous déplacer. Il n'y a pas de raison d'utiliser ensuite ces données à d'autres fins. Donc non, je pense que cette citation est totalement inacceptable de Schmitt. Il parle pour sa paroisse. Il ne fait que dire un truc qui l'intéresse personnellement, puisque un des marchés de Microsoft, c'est de vendre de la donnée, c'est de l'accumuler et tout. Donc forcément, eux, ils ont intérêt à faire ça. Pour faire suite à ce que tu dis, Claire-Hédric, et pour aller dans le même sens, j'insisterai sur ce côté très politique. C'est que, effectivement, c'est produire un discours politique qui justifie, qui légitime une captation de la donnée et par ailleurs sa concentration. Parce que, comme on a dit juste avant, c'est que la donnée, enfin, j'insiste là-dessus parce que c'est une notion qui est très informatique. Enfin, informatiquement, c'est très simple à comprendre, mais intellectuellement, c'est un peu plus abstrait. La donnée, c'est atomique. Si je vous dis, il fait telle température aujourd'hui à Saint-Denis où je me trouve, c'est une donnée, mais vous ne pouvez rien en déduire. Pour en déduire qu'il fait chaud, il faudra savoir quelle température il fait d'habitude à Saint-Denis à cette époque. Pour vous dire qu'il fait plus chaud qu'ailleurs ou plus froid qu'ailleurs, il faudra voir ces autres températures. C'est pareil pour une personne. Avoir un point de données unique, ça ne sert à rien. Là où ça devient intéressant, c'est quand on les agglomère massivement. Et c'est tout le problème des plateformes aujourd'hui qui vendent ce mode de vie, parce que c'est un mode de vie qui a un aspect politique, parce qu'il faut créer du consentement. Et il y a deux problèmes qui sont posés par cette phrase, c'est que concrètement, le sous-texte, c'est si vous faites quelque chose, on peut le savoir. Donc, sous-entendu, finalement, on ne vous demande pas l'autorisation, on capte l'information indirectement. Donc, ça pose la question, d'une part, du consentement informé des données et de la façon dont elles sont captées. Et d'autre part, si vous faites quelque chose, on le sait et on peut en déduire des trucs. Sous-entendu, non seulement on capte la donnée sans vous le demander et sans vous laisser la main dessus, mais en plus, l'usage qu'on en fait, eh bien, il nous appartient. Et là encore, pour aller dans ton sens, Claire-Hédric, c'est une rhétorique, c'est un pur discours qui, d'un point de vue philosophique, ne se tient pas une seule seconde, ou en tout cas, l'inverse, et qui, par ailleurs, sous-tend un business model. Il y a une intention économique derrière qui est très claire, mais qui se maquille sous des airs de pseudo-éthique, une éthique qui est évidemment très moralisatrice, mais qui est la morale de Google, de Facebook, donc des gens qui captent les données selon leurs propres intérêts, qui sont en l'occurrence des business plans. Et du coup, ce serait ce caractère de perte de propriété sur les données qui donnerait le côté anxiogène qu'on trouve aux données dans les médias, etc. Alors, il y a un point très important à garder en tête, c'est qu'on n'est pas propriétaire de ces données. On les génère, mais de la même manière, c'est exactement le même principe que les organes. Vous ne pouvez pas vendre vos organes en France, en tout cas. Vous ne pouvez pas vendre vos données non plus. Il n'y a pas de patrimonialisation, ce n'est pas votre patrimoine.
Et ça, c'est très important parce que dans le débat qui nous intéresse, ça permet d'éviter de faire croire aux gens qu'en échange d'un petit pécule, ils pourraient fournir ces données. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord parce que ça voudrait dire que les pauvres n'ont pas le droit à la vie privée et les riches qui peuvent se permettre de ne pas vendre leurs données, eux auraient droit à une vie privée. D'abord, ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que ces données, elles vont, en fait, elles vont pas vous appartenir à vous-même. C'est-à-dire que la construction, ce que disait Sylvain tout à l'heure, la construction d'un ensemble de statistiques ne se fait qu'à partir d'une masse de données énorme. Et donc, en fait, vos informations à vous n'intéressent pas finalement les Facebook, les Microsoft, les Google, etc. etc. C'est uniquement à partir du moment où ils ont des milliers de personnes, voire des millions de personnes dans leur base de données, que ça commence à être intéressant et qui commencent à faire des statistiques intéressantes. Donc, le fait que vous donniez vos données en échange d'un petit pécule ou par le fait que vous dites j'en suis propriétaire, donc je peux me permettre de les donner, n'a aucun sens parce qu'en réalité, vous allez, en donnant vos propres données, donner des informations sur des gens qui, eux, ne les ont pas données. Parce qu'on va faire de la classification sociale, on va créer des groupes de personnes avec les données qui auront été confiées par certaines personnes, et ça va permettre d'influencer sur des politiques, sur ce que vont voir les gens, sur YouTube, etc., de gens qui, eux, n'ont pas donné l'accès à leurs informations. Donc, c'est très important de voir ça, que vos données ont un impact sur la vie des autres. C'est pour ça qu'elles ne vous appartiennent pas à vous. Pour aller dans le même sens, je rebondirais quand même en balançant un peu des noms, parce que cette notion de on va vous filer du fric en échange de vos données personnelles, c'est une notion qui est défendue par certaines personnes, notamment Gaspard Koenig, qui fait partie de certains cercles de réflexion et qui finalement sont dans une vision de pure valorisation économique, strictement économique. Vous pouvez échanger vos déplacements, votre vie sexuelle au travers ou affective au travers les réseaux de rencontres, votre vie amicale au travers les réseaux sociaux contre de l'argent. Sauf qu'en fait, tu le soulignais très bien et c'est important de le rappeler, tout le monde n'a pas la même valeur. Donc du coup, ça, c'est un modèle qui nous arrange bien. Les Occidentaux, blancs, etc., c'est super pratique. Sauf que concrètement, les gens en Afrique subsaharienne qui sont d'énormes consommateurs de données, parce qu'il y a eu ce bond qui les a amenés à passer pour certains de la non-propriété d'une ligne téléphonique jusqu'à une multipropriété de comptes sur les réseaux sociaux qui sont devenus leur porte d'entrée sur Internet, ces gens-là ne valent rien aux yeux des géants du web. Et on peut le voir très simplement juste en consultant les rapports annuels d'activité où on met un prix sur chaque personne. Et ce prix, il est très, très différent selon que vous habitiez à Dakar, à Yamoussoukro ou bien à Paris. Et même entre Paris et Saint-Denis, à mon avis, je vaux moins aux yeux de Facebook que beaucoup de gens qui habitent à Paris. Et pour revenir à cette question-là, il y a pour moi une bascule qui est très simple à faire, c'est le moment où on se demande, mais si on remplace le mot données personnelles par intimité, combien vous payeriez pour que quelqu'un s'approprie votre intimité? Parce que ça devient de la location. Et c'est là où il faut sortir du paradigme propriétaire pour rentrer dans l'idée finalement que les données sont un commun, mais un vrai commun. C'est-à-dire pas un truc, pas une propriété collective, c'est très différent. Un commun, c'est quelque chose qu'on va gérer collectivement. C'est-à-dire on va arbitrer collectivement comment on peut savoir qui l'utilise, pourquoi et à quelle fin. Ça se fait par de la concertation, par de l'échange et par de l'information préalable. Et ça, l'information préalable, ça emmerde énormément les gens qui gèrent des plateformes dont le but est de s'accaparer le maximum de données sur le maximum de monde. Pierre, oui, vas-y Pierre. Oui, je vous écoutais. Effectivement, vous êtes en train de nous dire effectivement que ce qui a changé par rapport à quelques années, c'est la quantité de données produites et accessibles. Et ça m'a fait penser à des entreprises et à des métiers qui sont assez discrets, mais autour duquel j'aurais quelques questions à vous poser. Ce qu'on appelle les data brokers, ces grossistes de la donnée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, enfin, si vous pouvez, hein, en quoi consistent ces entreprises qui sont souvent discrètes, mais on a le sentiment qu'elles ont du poids. Et oui. Par rapport à ça, non, juste un truc, c'est que les data brokers, effectivement, c'est un métier d'intermédiation. C'est un peu comme des traders de données, sauf qu'en l'occurrence, vous avez plusieurs catégories de données. Si je chope le numéro de portable et le mail de toutes les personnes qui sont là avec leur âge, leur genre et éventuellement leur département, ça va se négocier à quelques centimes. Si je connais le modèle de votre voiture, est-ce que vous avez une assurance, quand est-ce que vous l'avez acheté et combien de points de permis vous avez perdu, là d'un coup, ça se compte en euros.
Mais ça, c'est vraiment la partie extrêmement superficielle du truc, parce qu'on oublie un truc, c'est que derrière les data brokers, il y a les gens qui leur vendent des données. Et les gens qui vendent le plus de données aujourd'hui, leurs noms sont très connus. C'est des gens qui s'appellent Orange, c'est des gens qui s'appellent les pages jaunes. Aujourd'hui, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui est la principale organisation de production de statistiques publiques en France, elle se fournit massivement auprès de Orange pour avoir certaines données de localisation. Vous vous souvenez peut-être qu'à une époque, le Parti socialiste a organisé des primaires ouvertes et a voulu contacter les gens. Et bien concrètement, pour contacter les gens, aujourd'hui, la meilleure source d'information, c'est les opérateurs téléphoniques. Et les opérateurs téléphoniques se font de l'argent en revendant les informations collectées, mais qui ne sont pas des informations privées. On ne revend même pas le contenu de vos conversations, juste qui vous êtes, quel âge vous avez, quelle est votre banque, etc. Ça vaut énormément de fric, a fortiori pour les gens qui en ont en très grande quantité. Et ces informations-là circulent. Et le pire, c'est que vous êtes censé le savoir. En tout cas, vous n'êtes pas censé l'ignorer. C'est écrit dans votre contrat. Merci. Donc actuellement, par exemple, le fait d'avoir une voiture et une assurance qui est rattachée à cette voiture, ça peut valoir combien d'euros pour une marque d'assurance? Ça évolue beaucoup, mais ça peut s'acheter à plusieurs. À une époque, ça valait plusieurs dizaines d'euros pour une personne. Ça pouvait être acheté autant parce que les contrats d'assurance, c'est sur très très long et c'est très très rentable. Aujourd'hui, ça vaudrait quelques euros, mais dès le moment où tu réussis à choper, par exemple, les infos sur un réseau de concessionnaires automobiles, bah, ça représente beaucoup d'argent. Et il y a certains métiers qui sont en perte de vitesse sur le plan strictement commercial et qui commercialisent plutôt du service. C'est le business model aujourd'hui de plein de boîtes qui se montent et tu dis mais comment ils font du fric? En fait, ils font du fric juste avec le petit questionnaire que tu remplis au début, en mettant un article dans les conditions générales d'utilisation où ils disent ça va si on vend vos données, c'est bon, vous êtes tranquille avec ça, et que tu ne vas pas lire parce que tu vas scroller tout en bas et mettre j'approuve parce qu'il faut que tu utilises ce service et c'est ça qui t'intéresse. Au final, on paye quand même par le temps passé sur certaines applications. Enfin, c'est-à-dire quand on disait il y a des gens qui militent pour qu'on vende nos données ou qu'on les achète, quand on utilise certaines plateformes, forcément, et dans ces conditions générales d'utilisation, on les vend entre guillemets pour utiliser un service au final. C'est peut-être aussi. Ouais, alors je voudrais bien intervenir là-dedans parce que je rappelle quand même que ce qu'on est en train de décrire, c'est très probablement, voire très fortement illégal. Alors, il y a pas si longtemps que ça, le RGPD est entré en vigueur en Europe et impose un certain nombre de bases juridiques obligatoires pour pouvoir utiliser ces données et les traiter. Donc, a fortiori les vendre, si vraiment ça devait être le cas. Et il est très peu probable et voire absolument illégal que Orange, le fait de revendre des données de géolocalisation, mais voire même seulement des données informatives sur ses clients, soit totalement illégal parce que vous n'avez pas été prévenu. Le consentement qui est prévu dans le RGPD, il doit être libre et éclairé. Libre, ça veut dire que vous ne devez pas perdre l'accès au service si vous refusez de l'accès à vos données personnelles. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas utiliser le site de comparaison d'assurance, par exemple, en échange, enfin, si vous n'acceptez pas en échange de donner vos données personnelles à n'importe qui puisse les revendre, à ce moment-là, votre consentement n'est pas libre. Même Orange, si vous êtes obligé de céder vos données personnelles pour avoir accès à votre abonnement téléphonique, votre consentement n'est pas libre. Et il doit être éclairé, c'est-à-dire que vous devez être informé très spécifiquement de chaque traitement qui sera fait avec vos données. C'est-à-dire qu'Orange ne peut pas vous noyer dans un énorme document, quelque part, caché, le fait qu'il en profitera pour revendre vos données. Ça doit être absolument clair à la fin. Il doit y avoir une case qui vous demande de cocher, elle ne doit pas être précochée, savoir si vous acceptez que vos données soient transmises à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous prenez un abonnement chez Orange, que vous n'avez rien coché de particulier d'autre que les conditions générales, uniquement celle de la fourniture du service de téléphonie mobile, et que vos données sont revendues à quelqu'un d'autre, c'est totalement illégal. Et cette entreprise doit être condamnée. Je vous rappelle que ça va jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, il serait surprenant que ce soit encore aujourd'hui le cas et que si les entreprises continuent à faire ça, elles le font en totale illégalité.
Alors, pardon, pour le coup, je rebondis pour m'excuser. Effectivement, tu as tout à fait raison de préciser. La législation a évolué vers plus de protection et plus d'information des consommateurs. C'est quelque chose qui s'est beaucoup produit jusqu'ici. Et en l'occurrence, quand tu évoques une amende de 20 millions d'euros, c'est l'amende qui a été infligée des suites de la saisine par la France, justement de la RGPD pour Google. Non, alors ça, c'est 50 millions d'euros qui a été appliqué à Google il y a un an et demi. Ça va. Pour Google, c'est la virgule. Ouais, on avait calculé que c'était quelques dizaines de secondes de chiffre d'affaires. Mais n'empêche que sur ce sujet-là, si on peut revenir là-dessus, donc effectivement, c'était une saisie de la CNIL française par, entre autres, la Quadrature du Net, sachant qu'il a été condamné par la CNIL. Ce ne sont même pas les sujets sur lesquels nous, on avait demandé l'avis de la CNIL, puisqu'ils ont parlé des informations qui avaient été données aux consommateurs qui achetaient un téléphone Android et à qui on proposait de créer un compte Google sur place sur le téléphone. On l'informait pas de ce à quoi allait servir le compte Google. Et ça, on l'avait même pas soulevé. Donc, on attend toujours aujourd'hui. Donc, 50 millions d'euros, c'est uniquement là-dessus qu'on n'avait même pas soulevé. Et donc, j'espère qu'on va arriver un de ces jours, donc ça fait quand même 2 ans qu'on attend, qu'on va arriver un de ces jours à avoir une décision sur l'ensemble des plaintes que nous avons levées. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut relever rapidement, mais la CNIL n'est pas saisie, c'est-à-dire qu'on ne dépose pas une plainte à la CNIL de manière formelle. On ne saisit pas la CNIL en lui disant voilà les sujets sur lesquels on veut que vous agissiez, et puis il y a une plainte et ça avance. En fait, la CNIL s'auto-saisit de l'ensemble des plaintes qu'on lui envoie et décide de quels dossiers sont les plus importants et qu'elle doit mettre en avant, sachant que la CNIL a quand même des ressources relativement limitées par rapport aux responsabilités qui pèsent sur elle aujourd'hui, du fait en plus que les entreprises ne déclarent plus les traitements qu'elles effectuent sur les données, mais qu'elles doivent elles-mêmes, les entreprises, les services, décider de vérifier si elles le font dans le sens du règlement général à la protection des données, si elles mettent en place les bonnes protections qu'il faut, etc., etc. Et peut-être, éventuellement, si la CNIL débarque un jour et vérifie d'elle-même, à ce moment-là, elle peut mettre une amende. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la responsabilité porte sur les entreprises elles-mêmes. Donc, si personne vient les voir et si personne se plaint pendant des années, elles peuvent avoir des activités totalement illégales sans aucun problème. On parle de la CNIL, on parle tous de la CNIL là, depuis quelques minutes. Pour les non-initiés, la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, CNIL. C'est bien que tu prennes la parole, Pierre, parce qu'on va reparler du coup de la CNIL et notamment des données dans la deuxième partie du débat, parce qu'on s'interrogera un petit peu sur l'application Stop Covid. Et je pense qu'on aura l'occasion justement de reparler un tout petit peu à cette occasion-là de la CNIL notamment. Mais Pierre, ça va être l'heure de ta rubrique après le petit jingle. Et on se retrouve après pour la suite du débat. Alors, Pierre, ça se voit sur les réseaux. Marion a un peu spoilé ta chronique du jour, mais dis-nous tout. Alors d'abord, je voulais pousser un petit coup de gueule pour faire comme Siegfried, c'est-à-dire que je me suis aperçu il y a 2 semaines que vous avez essayé de me remplacer par un jeune et bel Autrichien. Vous voyez, ça n'a pas marché, je suis de retour. Donc ouais, de nouveau une petite sélection de vidéos. L'autre fois, on vous a montré des gens qui faisaient un peu n'importe quoi dans la rue. On vous a montré aussi des gens qui faisaient des très belles choses dans leur salon. Et on voulait mettre à l'honneur un autre lieu assez symbolique du confinement. Et ce lieu, c'est les terrasses, les balcons et les fenêtres. Et notamment, on voulait vous montrer quelques séquences rigolotes avec un petit coup de cœur pour le TikTok Challenge qu'il y a eu sur Fort Boyard, enfin la salle au trésor de Fort Boyard, qui nous a offert quelques vidéos très rigolotes. Et on voulait vous partager ces quelques vidéos qui, on espère, va vous faire rire. Et nous, on se retrouve juste après. Ouais. Vai! Avviciniamo il tutto! Première question. Qui a écrit
Le père Gorgio. C'est où? C'est où? Balzac, c'est ici. C'est ici, c'est les pères encore. 1-0 pour l'équipe des pères. Vous avez vu, j'ai mis un beau costume pour vous. Je me suis mis sur mon 31. Voilà, comme ça, on fait la fête ensemble. En fait, je me suis mis en costume et en chaussons. Voilà. Je rappelle, le cadeau à gagner, un lot de 20 rouleaux de PQ. Toujours. Il n'a toujours pas été gagné, attention. Deuxième question, 1-0 pour les pères. Quel est le département numéro 71? Quoi? Non. 71, ça commence par un S. Le chien, il a dit quoi, le chien? C'est pas bon. Quoi? Savoie, c'est pas ça. Ouais, j'ai entendu. C'est qui? C'est père ou c'est un père? C'est père. 2-0 pour les pères, on vous applaudit très très fort. Et de retour après cette petite vidéo Fort Boyard tennis. Voilà, question pour un champion. Si on était en manque de programmes et d'émissions de télévision, en tout cas, on a su les recréer sur nos balcons dans nos jardins. Merci Pierre pour ce. Romain, je voulais, si tu peux, si c'est possible, que tu nous remettes un petit peu la dernière séquence de ce monsieur qui fait le Fort Boyard Challenge. C'est un petit clin d'œil aussi à Siegfried. Alors, je peux le refaire, le petit clin d'œil pour Siegfried. Je vous remets ça. Le Fort Boyard Challenge. Monsieur qui, malencontreusement, va se faire manger par les tigres à un moment. Ça y est, il est bloqué. Et donc, Pierre, ce clin d'œil pour Siegfried pour... Ouais, un clin d'œil pour Siegfried parce qu'on a fait des échanges de vidéos qui ressemblaient un petit peu à ça. Et aussi parce qu'on ne sait pas ce qu'il advient de ce monsieur-là. J'espère qu'il ne s'est pas fait effectivement bouffer par son volet électrique. Mais que pour en revenir à la thématique qui nous réunit aujourd'hui, ça m'a fait penser à quelque chose à une notion qui finalement existe avec cette question des data, qui s'appelle le Death by GPS. Et qui est en fait le fait qu'on arrive maintenant à lister les gens qui sont morts parce qu'ils ont bêtement écouté leur GPS. Et c'est notamment arrivé aux États-Unis dans la vallée de la mort, où des gens sont partis en croyant leur GPS, notamment sur des données, je crois, d'essence, et puis qui ont fini par mourir dans la vallée de la mort parce qu'ils avaient écouté benoîtement leur GPS et donc les données qui s'y trouvent. C'était pour faire un petit lien aussi avec la thématique du jour. Donc, la donnée peut nous jouer des tours parfois. Je pense. Ça va être l'heure de la récré pour nous. Bonjour à tous. On dirait la fin de la 5. De Marc, dernière, notre Pat Le Guen à nous, Julie, de l'Union nationale de l'information jeunesse. Du coup, maintenant, on va pouvoir faire 30 heures d'émission. Nous n'aurons personne pour nous dire vite, vite, vite. C'était ça la stratégie. Julie qui vient faire la pause récré avec nous avant de nous dire vous êtes en retard. Il nous reste 10 minutes sur le planning pour faire le jeu. C'est bien noté. Un jeu qu'on a préparé avec Marion, mais qui parle de données.
Alors, le principe, c'est qu'on a imaginé que certains personnages historiques qui sont aujourd'hui décédés et qui n'ont pas vécu à l'époque du Big Data auraient laissé des traces sur différentes applications et sur différents réseaux sociaux. Et donc, à partir des traces qu'ils ont laissées, il va falloir deviner quels sont ces personnages historiques. Marion, est-ce que tu commences? Ça marche. Allez, Alors, c'est parti. Premier personnage. premier personnage, je commence par le premier indice. Son hashtag sur Insta aurait été hashtag gros mammouth. Deuxième indice, son groupe Spotify préféré, les Beatles. Et enfin, sur Tinder, elle aurait matché avec Cro-Magnon. Qui suis-je? Le dernier, Marion, c'est quoi? Pour laisser une chance aux internautes de vous battre en commentaire. Sur Tinder, elle aurait matché avec Cro-Magnon. Lucie. Bien joué, Siegfried. Oui. Un point pour Siegfried, merci. Et j'ai pourquoi les la Beatles? connexion a coupé en plus. Parce qu'elle s'appelle Lucie. Lucy in Ah, the Sky Lucy with in the Sky. Diamonds. C'était la D'accord. Ah, c'était pas la meuf de Pascal Obispo. Non, c'est plus tard. Il est très vieux. Peut-être avoir un petit hockey boomer là, non? D'ailleurs, Jingle. à l'heure du bilan, on est très déçus de ne pas avoir eu Michel Sardou. Ouais. On n'aura pas eu Il y a les un invité surprise. ni Oui, Michel Sardou. désolé Siegfried, hein, c'était que moi l'invité surprise. Oh, Et Michel. Ah, J'ai pas réussi à contacter Michel. on a eu deuxième personnage, ça va aller plus vite, je pense. C'est beaucoup plus facile. Alors, deuxième personnage qui aurait aimé la page The sur Facebook, qui aurait loué des hébergements Airbnb à Orléans et à Rouen et qui aurait consulté les extincteurs sur Amazon. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Rapide, très rapide. Donc, c'est bien Jeanne d'Arc. Troisième personnage, Marion. Alors, le troisième personnage aurait laissé un avis TripAdvisor au Puy du Fou. Il se serait abonné à la chaîne Thibaut InShape sur YouTube. Et son nom de code de quête aurait fuité sur Zoom. C'est Graal. Arthur. Oui. Et Siegfried, tu Rapide. as checké les données sur le drive ou pas? Je pense qu'il connaît Ah, déjà non. les réponses en avance. Non, c'est vrai, en plus, Ouais. je jure. Il Promis. m'a piraté. Bon. Je voulais Super. Pourquoi vous tu donner du un fou? point. C'est le grand vainqueur du jour. Hein. Enfin, à moins N'importe qu'il y ait quoi, je des- suis pas très fort. hein. à moins qu'il y ait Pourquoi des le Puy du Fou? commentaires sur les réseaux sociaux, mais vu que Pat Le Guen est avec nous aujourd'hui, on ne sait pas. Dernier personnage. Attention, il y a un piège. Ce n'est pas un personnage historique au sens premier du terme. Il n'a pas réellement existé dans la vraie vie. Le Covid. Non. On a dit des personnages morts. A priori, il sera encore là. Alors, il aurait cherché des recettes de carottes sur Marmiton. Il aurait un compte Doctissimo. Je l'ai. Il aurait Bugs fait Bunny. Last Dance avec Michael Jordan sur TikTok. Bugs Ah bah Bunny. oui. Bugs Bunny. Mm. Et on avait en plus, pour certains, des évocateurs, pour un de nos invités, en tout cas, Bugs Bunny. Et on avait aussi son dernier employeur LinkedIn, qui était la Warner Bros. Bon, voilà. C'était... Ah, alors, on a un invité surprise, Michel Sardou, peut-être, qui arrive chez Ornella. Ah oui. Michel. Michel Sardou qui arrive chez Ornella. Ah non. Ah non. Bon. Donc, On on va va revenir à des choses un petit peu plus sérieuses. Bon, bah, Julie, on est déçus. Tu veux Bah dire oui, moi aussi, pas tant que moi. pas trouvé une bonne réponse en tant que Pourquoi est-ce que productrice. moi j'avais pas les réponses en avance alors que Siegfried les a eues? Je comprends pas. Même pas vrai. Quelle culture, Siegfried? Ouais, Ouais. je m'incline très bas devant toi. J'ai gagné un dictionnaire ou pas? Tu as gagné l'encyclopédie du Covid en un volume. Voilà. Le code d'accès au drive de l'Unige. Et un abonnement illimité au drive de l'Unige. Voilà. Bon. On va reprendre là où on On s'était va arrêté. reprendre du là où coup. on en était. Merci, Julie, d'être passée. Avec Merci, plaisir. Pat. Merci à vous. À bientôt. On est en retard et on le sait. Hein. Oui, dépêchez-vous. hein. Et donc, on revient à notre débat, Marion, peut-être. Alors, en imaginant le sujet,
Ouais, on était resté sur le RGPD et les conditions de consentement. Le RGPD donne aussi notamment deux autres conditions qui sont la minimisation des données collectées et la durée de conservation. Et c'est notamment sur ces conditions-là que la CNIL a été appelée à se prononcer sur la nouvelle application Stop Covid. Est-ce que du coup on pourrait peut-être revenir sur ce que c'est la CNIL? C'était ça qu'on s'était dit juste avant de s'arrêter. Oui, on peut faire ça. Alors la CNIL, c'est une autorité indépendante qui a été créée en 1978 par l'État, suite à un mini-scandale qu'il y a eu à cette époque-là, au milieu des années 70, sur la volonté par l'État de création d'un énorme fichier qui aurait rassemblé toutes les informations qu'il avait sur les citoyens. Alors vous imaginez les données qu'a l'État sur vous, c'est les données médicales. La Caisse nationale d'assurance maladie, elle a des données médicales sur nous, sur les médicaments qu'on achète en pharmacie, qu'on se fait rembourser et tout. Les impôts ont des informations sur nous aussi, sur notre salaire, ce qu'on déclare comme impôts, etc. Le ministère de l'Intérieur, la police, peuvent avoir des informations sur nous parce qu'on a été témoin dans une affaire ou victime ou qu'on a été condamné pour quelque chose. Voilà, et l'idée c'était que l'État à l'époque se dit on a de l'informatique qui va nous permettre de faire des choses très pratiques. Pourquoi on ne mettrait pas une énorme base de données? On mettrait tout ça sous un seul numéro, chaque personne à sa naissance aurait un seul numéro et on aurait toutes les informations accessibles directement. Et alors là, il y a une espèce de branle-bas-combat public qui dit non mais en fait vous êtes dingue, en fait on ne va pas autoriser l'État à avoir autant d'informations accessibles par tout le monde, puisque finalement vous rentriez le numéro d'identification d'une personne et vous aviez tout son historique de toutes les manières possibles. Et donc à cette époque-là, ça fait un scandale et l'État dit oui, ok, on a bien compris, on va faire attention et on va même vous créer une autorité indépendante qui va surveiller ce que l'État fait, pour éviter que ça se réitère à l'avenir. Donc voilà, donc on abandonne le projet. Alors il y a une blague sur le nom du projet, puisqu'à l'époque la grosse base de données s'appelait Safari. Et donc le titre du Monde qui a dénoncé ça, c'est Safari ou la chasse aux Français. Voilà. Donc, forcément, la personne qui a inventé le nom s'était quand même un peu plantée. Au niveau communication, c'était pas terrible. Et donc la CNIL a été l'autorité qui empêchait l'État de faire des erreurs, des tentatives de récupération comme ça d'informations sur les citoyens et qui défendait l'usage des données personnelles des citoyens français. Et puis pour faire n'importe quelle réglementation, il fallait demander l'avis de la CNIL, même son autorisation, pour faire une nouvelle base de données, par exemple, il fallait que la CNIL dise oui ou non, ce qui était quand même un pouvoir assez fort. Et puis début des années 2000, la CNIL a perdu ça. Et donc, depuis une quinzaine d'années maintenant, la CNIL n'est plus consultée que pour donner un avis, en disant oui, vous devriez plutôt faire ceci ou plutôt faire cela, ou etc., ce qui est quand même assez faible. Et son rôle, c'est plutôt cantonné à donner des avis et puis à contrôler les entreprises plutôt que l'État. Ce qui nous amène à la situation actuelle, Stop Covid, mais il y a bien d'autres bases de données qui sont créées en ce moment ou de situations avec lesquelles on accumule de la donnée, côté État en tout cas, pour lesquelles la CNIL peut donner un avis, mais finalement, le gouvernement peut s'asseoir dessus et continuer à faire ce qu'il veut. Alors, malgré tout, sur Stop Covid, parce que c'est aussi à ça qu'on pensait en proposant cette émission, pour coller un petit peu à l'actualité, on entend beaucoup parler de cette application qui, pour faire relativement court, permettrait d'effectuer le suivi des contaminations des gens infectés par le Covid, ou en tout cas permettrait de nous alerter en cas de contact à proximité avec quelqu'un qui serait porteur des symptômes. La CNIL a quand même donné un avis qui a quelque peu ralenti la sortie. Alors, Sylvain, Chloridric, peut-être que vous avez plus d'infos sur l'appli, sur ce qui portait préjudice ou posait problème. Je voudrais juste corriger la présentation de l'application. Ça ne nous dit pas s'il y a quelqu'un de contaminé dans nos contacts autour de nous. Hein. C'est vraiment a posteriori. Si dans les 14 derniers jours, on a croisé quelqu'un qui plus tard est devenu malade, à ce moment-là, on nous prévient que peut-être elle aurait pu être contaminante à l'époque et qu'on devrait aller se faire tester. C'est l'idée de l'application. Donc évidemment, pour ça, il faut conserver l'information sur l'ensemble des contacts qu'on a eus pendant les 14 derniers jours.
Et c'est ça, un des nœuds du problème, c'est ça. Contact géolocalisé, par contre. On parle de géolocalisation aussi, là. Alors, on ne parle pas forcément de géolocalisation. La géolocalisation, on pense souvent au GPS. Donc, le GPS, c'est vraiment positionner une personne de manière très précise sur une carte. Ce qui a été proposé comme solution pour éviter de conserver une vraie position permanente de 70 millions de personnes, grossièrement, sur le territoire français, l'idée, c'était de passer par le Bluetooth. C'est-à-dire, aller dire quelles personnes on avait croisées uniquement. Et donc, ne pas conserver la vraie position, mais conserver uniquement la liste des personnes qu'on aurait croisées au cours des 14 derniers jours, sans savoir où elles étaient particulièrement sur le territoire. Est-ce que Sylvain, tu veux peut-être compléter? Ouais. Alors, oui, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vachement intéressant. En fait, le problème, c'est que ta réflexion était très intéressante le GPS, c'est localiser les gens. Parce que c'est un réflexe, là encore, c'est un discours qu'on entend. C'est comment on localise les gens, on les localise sur une carte. Non, les autres que tu donnais là, c'est on les localise relativement. C'est est-ce que par mon Bluetooth, j'ai croisé quelqu'un, j'ai été dans une distance donnée qui me permet de savoir que. Et là, du coup, on a la possibilité éventuellement d'enregistrer les croisements de signaux, les croisements de localisation relative. Est-ce que j'ai été à moins de 5 mètres? Qu'importe où, qu'importe quand. Est-ce que juste cet événement, ce croisement de réseau a existé? Et là, il y a une possibilité derrière, éventuellement, d'anonymisation, de non-stockage du détail des données, etc. Et on se retrouve dans un enjeu qui est central dans tout notre débat et qu'on a déjà évoqué, c'est celui de comment on collecte la donnée et pourquoi faire. Et en l'occurrence, c'est tout le débat autour de cette application, c'est concrètement ces fameuses brigades Covid. Il y a une audition justement de la présidente de la CNIL. Comment ces brigades Covid vont collecter, traiter, conserver et utiliser ces informations? Parce qu'on voit bien qu'évidemment, c'est un rêve de n'importe quel agent de police ou des personnes peut-être un peu moins bien intentionnées, même s'il y a beaucoup de policiers qui ne sont pas très bien intentionnés quand il s'agit des données de leurs concitoyens et concitoyennes, de pouvoir avoir accès à ça. La question, c'est comment on le protège. Comme tu disais tout à l'heure, Chlorhydric, finalement, un numéro unique, une clé qui nous donne accès à toutes les informations sociales, économiques des gens. Il y a des États dans lesquels ça existe. Et je ne parle pas d'États totalitaires, je parle juste d'États ultra-numériques dans lesquels il y a cette possibilité de clé unique. C'est notamment le cas en Estonie, avec un système qui est centralisé autour de mémoire, je crois que c'est le numéro de sécurité sociale, mais c'est un numéro unique qui est attribué à chaque individu. La question après, c'est OK, on a les données, mais comment est-ce qu'on les redistribue? Comment est-ce qu'on y donne accès? Et ces enjeux-là, qui sont très techniques, en fait, sont centraux parce que là, on ne parle plus, encore une fois, si on remplace vos données de géolocalisation, c'est classe, ça fait techno, ça fait très moderne, très startup nation, si on le remplace par vos déplacements au quotidien, ça sonne totalement différent. De la même manière que si on remplace données personnelles par intimité, ça sonne totalement différent. Et je pense qu'une des façons de décrypter ce langage et de voir l'enjeu en termes de liberté personnelle et aussi de droit à décider de ce qu'on sait de nous, c'est quand on remplace les mots. Et là, effectivement, l'enjeu est très différent. Par ailleurs, je vais juste faire une parenthèse sur la CNIL. Tu as eu raison de souligner ce virage qui est terrible, de ce moment où l'avis de la CNIL est devenu consultatif et où on en a fait une espèce de garde-fou un peu distant de l'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la CNIL, c'est grosso modo un peu plus de 200 personnes. Pour vous donner juste un ordre de comparaison, c'est 2,5 fois moins que la même autorité au Royaume-Uni qui, elle, peut saisir les ministères et, elle, peut faire valoir, notamment sur la RGPD, tous les droits qui sont associés aux citoyens et aux nouvelles lois. Donc, il faut voir que la CNIL aujourd'hui, c'est un de ces organes consultatifs extrêmement importants par son indépendance et par sa liberté de réflexion aussi. Il publie un magazine vachement intéressant qui s'appelle Link, que je vous recommande. Mais concrètement, elle doit se batailler un peu comme le défenseur des droits, dont on a vu l'importance sur plein de questions, depuis le handicap jusqu'à l'accès au logement. Juste parce que ce sont juste des petites voix, c'est un peu la mauvaise conscience de l'État, alors que ça devrait être au contraire des vrais organes dotés financièrement, économiquement et politiquement des capacités de saisir. Aujourd'hui, on convoque la présidente de la CNIL comme on appellerait n'importe quel expert du tout venant, alors que c'est une personne extrêmement compétente et qui est au centre de ces enjeux. Et l'application Stop Covid, juste pour finir là-dessus et arrêter ce petit tunnel, il y a un truc, une expression qui me semble important de bannir de tous les débats là-dessus, c'est
Ah, mais imagine, on stocke ça et si demain, un gouvernement d'extrême droite arrive au pouvoir. Mais attendez, les amis, faut juste avoir les yeux en face des trous. Mediapart a sorti une série d'enquêtes là, selon laquelle les gens qui ont contesté l'enfouissage de déchets nucléaires à Bure ont fait l'objet d'une surveillance massive, non régulée par le législateur ou bien par une autorité judiciaire pendant des mois. On parle de milliers, de centaines de personnes qui ont été suivies par la police sans aucune autorité administrative qui, à un moment ou à un autre, donne son avis. Donc, on ne va pas attendre qu'il y ait un régime autoritaire. On est déjà dans un régime qui, politiquement, a les moyens de mobiliser ces outils-là pour suivre des personnes sans supervision du pouvoir judiciaire, donc de ses contre-pouvoirs. Le contre-pouvoir de la CNIL, il est essentiel et ça devrait être de notoriété publique, tout ça. Le travail de la CNIL et aussi ses pouvoirs, et on devrait les revaloriser. Et aujourd'hui, dans un moment où on est potentiellement face à une backdoor dans tous nos téléphones qui permettrait de suivre le déplacement de chacun sous des prétextes sanitaires, il nous manque le pouvoir. On a l'outil, mais il nous manque le pouvoir pour le brancher, quoi. Donc, schématiquement, si je suis lycéen demain, que j'installe Stop Covid, que je vais voir une petite copine, je ne sais où, que mes parents ne sont pas au courant, ils vont potentiellement pouvoir le découvrir. Si par malheur, elle est en contact de quelqu'un qui est positif au Covid. Peut-être, mais Comment? s'il travaille à la police nationale, peut-être, je ne sais pas. Le problème, c'est précisément ça, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question. C'est ça, mais est-ce qu'au final, parfois, on renonce à certains droits, et c'est aussi le débat parfois, sous le prisme de la santé. On aura l'impression que si on refuse finalement d'utiliser cette application Stop Covid, on ne sera pas citoyen finalement. Et au final, il faudrait peut-être qu'on ait aussi de l'info sur les impacts à venir d'ouvrir ces données de déplacement. Alors ça c'est très très intéressant comme sujet. On a en effet le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui a déclaré de manière assez surprenante que ceux qui n'installeraient pas l'application seraient responsables des morts qui suivraient. On a aussi un député qui a déclaré que si on n'installait pas l'application, ce serait en gros, on serait responsable d'une mort globale. Enfin bon, c'est tout plein de grands mots qui, au regard du RGPD et du consentement dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire que les gens qui installeraient l'application le feraient sous leur consentement, rien ne serait obligatoire et tout. En fait, si on nous dit que si on n'installe pas l'application, on est responsable de mort, à ce moment-là, ce n'est pas un consentement libre, puisqu'on a une pression sociale derrière nous qui nous explique qu'on sera responsable, ce n'est pas bien, on n'est pas citoyen, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très très attention. Il faut aussi voir la manière, si un jour cette application voit le jour, mais on pense que de toute façon elle est un peu morte-née aujourd'hui, vu tous les problèmes entraînés par la technique et autres, on reviendra peut-être dessus. Si elle voyait le jour, il faudrait voir aussi la manière dont elle est installée, dont elle s'affiche. Si elle déclare, par exemple, si sur l'interface on voit si on est contaminé ou pas, si elle affiche un certain nombre d'informations, elle peut servir à faire pression sur les gens, par exemple notre employeur, qui demanderait à ce que l'application soit installée sur notre smartphone pour pouvoir accéder au bureau, un magasin qui dit non, mais nous on ne veut pas prendre de risques, on veut être sûr que vous n'êtes pas contaminé avant de rentrer dans le magasin, donc montrez-nous patte blanche, montrez-nous votre smartphone, etc., etc. Et donc ça, ce serait une pression sociale extrêmement forte sur les gens, sur les citoyens français pour qu'ils l'installent. Donc, ce ne serait plus du consentement libre. Juste, je voulais rebondir sur un truc que tu disais, Romain. Tu disais, est-ce qu'un policier pourra savoir que est-ce que nos parents? En fait, la vraie réponse, c'est on ne sait pas. Et c'est bien ça tout le souci. C'est qu'on n'a pas l'assurance aujourd'hui, on n'a pas la garantie absolue que ça ne pourra pas être détourné comme ça. Et le simple fait qu'on n'ait pas cette garantie est en soi la preuve qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Ce que tu disais là, Chlorhydric, c'est vachement important, c'est que finalement, toute cette moralisation du truc balaye. C'est finalement, on a bouclé la boucle là. Les propos de Cédric O et des députés, c'est pareil qu'avec l'autre taré de chez Google. C'est que concrètement, ah ben, vous avez des choses à cacher? Non, mais en fait, tout le monde a quelque chose à cacher. Il suffit de changer la formulation de la question. Il ne s'agit pas de données personnelles, il s'agit de notre intimité. Il ne s'agit pas de nos données de géolocalisation, il s'agit de nos déplacements. Et à partir de ce moment-là, tout ce qu'on peut découvrir et tous les traitements, moi, je ne le fais pas confiance à quelqu'un qui me dirait
Peut-être, on ne sait pas. Or là, c'est ce que nous dit le gouvernement, mais en même temps, il nous dit il y a cette injonction, et effectivement, si c'est un droit, alors il n'y a pas de contrepartie. Et c'est valable aussi pour plein d'autres choses, mais si c'est un droit, il n'y a pas de contrepartie. Et là, la contrepartie où on nous dit ah bah vous devrez compter les morts, c'est inacceptable. Donc, ce n'est pas un droit de retrait. Pierre. On peut revenir sur… Ouais, en fait, on en discutait hier parce qu'avec Romain, Siegfried, Marion, on est souvent amené à discuter de cette question des données personnelles avec des jeunes au cours d'ateliers. Et quand on discute avec eux, souvent, ils vont nous renvoyer un discours qui peut être un peu déstabilisant au départ, qui est de dire « on s'en fout ». Si ça peut me permettre de bien profiter de mes applications et des services qu'il y a sur mes applications, je m'en fous. Et c'est toujours difficile de leur dire, oui, mais il y a des enjeux qui vont au-delà des applications et des services qu'on peut trouver sur le web. Quel genre d'arguments vous pourriez nous donner pour faire comprendre peut-être aux jeunes qui nous écoutent qu'il y a des enjeux qui vont au-delà, quoi. Sans doute des enjeux de démocratie, on est en train de le voir. Pour les jeunes et pour les adultes aussi qui souvent sur ces questions-là disent de toute façon moi je m'en fiche, j'ai rien de café. Voilà, et c'est le titre de notre émission au final parce que c'est souvent ça aussi. Alors j'allais démarrer justement là-dessus. Donc vous avez parlé tout à l'heure du fameux je n'ai rien à cacher. Ça c'est un argument que vous n'êtes pas les seuls à entendre. On l'entend dans toutes les catégories de la population, dans toutes les classes d'âge. En fait, dès que quelqu'un n'est pas vraiment, ne comprend pas vraiment les enjeux qu'il y a autour des données, autour des applications, des sujets numériques, c'est la réponse habituelle. Non, mais de toute façon, c'est pas grave, j'ai rien à cacher. Donc, en fait, la réponse habituelle à donner, c'est en fait, tu ne sais pas ce que tu as à cacher. Ce n'est pas toi qui décides de ce que tu n'as à cacher, puisque ce sont les autres, ce sont ceux qui récupèrent ces données, qui vont décider de ce qu'ils vont en faire, qui vont décider de à qui ils vont les donner, qui vont décider de ce qu'ils vont en tirer comme information. Et ça, c'est très, très important de savoir que une fois que quelqu'un va être dépositaire de tout un tas de données, finalement, il va décider de ce qu'il va en tirer et de la manière dont il va l'utiliser contre vous. Je vais vous donner un exemple. On a donc dans le cadre du Covid, parlé des déplacements des populations. On a en tout début de confinement eu le chiffre de 17% qui a été donné, qui est 17% des Parisiens ont quitté la capitale dès le début du confinement. Et d'où venait cette information? On a fini par comprendre que c'était Orange qui avait finalement espionné ses abonnés et livré cette information. Et on a Eric Ciotti, il me semble que c'est Eric Ciotti, qui est monté au créneau en disant mais moi aussi je veux savoir s'il y a des gens, des Parisiens qui sont venus chez nous, s'il y a des maisons secondaires qui sont occupées. Et alors comment il allait savoir? En fait, il y avait plus simple que d'envoyer la police dans chacune des maisons pour savoir si elles étaient occupées. Il a demandé à avoir accès aux informations du compteur Linky. Voilà. Donc le compteur Linky, c'est les fameux. Le compteur Linky, c'est un appareil qui remonte vos relevés de consommation électrique. Il n'a pas vocation à informer le politique du coin, le maire, monsieur le maire ou autre, de savoir si vous êtes dans votre maison ou pas. Monsieur le maire n'a pas à savoir si vous habitez dans votre maison le week-end, le lundi ou quoi que ce soit. Et donc là, on se retrouve face à des gens qui pourraient, pour leurs ambitions personnelles, pour de la communication, demander l'accès à des informations auxquelles, au départ, elles n'étaient absolument pas vouées à donner corps. C'est eux qui décident de ce que disent vos informations. Ce n'est pas vous. Pour rebondir sur ce que tu disais, déjà, l'exemple est super parlant parce que ça a fait beaucoup polémique, Linky, pour de mauvaises raisons aussi, pour de fausses raisons aussi. Mais ça, c'est une vraie raison, c'est que concrètement, tout ce flux d'informations, juste pour l'anecdote, je fouille régulièrement sur des histoires comme ça. Je suis très avide d'histoires comme celle que relaie Motherboard aux États-Unis. Il faut savoir que l'étude des fréquences et de votre consommation électrique faite par du machine learning peut concrètement savoir qu'est-ce que vous mettez en marche comme appareil à quel moment. Quand je dis pas simplement une machine à laver, c'est quelle marque de machine à laver. Il y a des gens qui ont été capables de monitorer l'activité d'un ordinateur juste en écoutant le bruit de son ventilateur. Donc, c'est des choses qui sont folles qu'on peut faire. Et juste une réponse qui me paraît facile à donner et qui est extrêmement choquante, c'est « Vous n'avez rien à cacher, très bien. Alors, donne-moi les clés de chez toi. Je vais fouiller pendant une journée. »
Imaginez tout ce qu'on peut Non. faire si on a accès à l'intimité d'une personne. Je pense que l'une des abstractions et l'un des blocages intellectuels qu'il y a, c'est que quand on dit mes données, là encore, on s'imagine, on n'a pas idée de tout ce qu'on met à disposition. Et en fait, comme tu disais très bien, et c'est hyper important encore une fois, c'est cette notion de collecter et utiliser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise. Imaginez tout ce qu'on peut découvrir et apprendre d'une personne juste en fouillant son appart. Et bien, votre téléphone portable aujourd'hui contient 1000 fois plus d'informations que votre appart. Il y a beaucoup de choses que vous n'imprimez plus, mais qui sont dans votre téléphone portable. Ou alors, version un peu plus simple et peut-être un peu moins OK boomer, déverrouille ton téléphone et passe-le-moi pendant 1 heure. J'ai le droit de regarder tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Et là, la personne va dire, ah ben non, hors de question. Ah ben, concrètement, c'est la capacité que tu donnes à certains opérateurs téléphoniques, à certains systèmes d'exploitation, à certaines applications. Je citerai, entre autres exemples, les histoires complètement folles à base de, je crois que c'était Pokémon Go qui avait accès au contenu de certaines applications de texting, ou je ne sais plus, Chloridric, tu auras peut-être ça plus frais en tête, mais on avait découvert qu'il y avait Météo France, l'application Météo France, qui allait fouiller dans beaucoup d'autres applications, juste par un petit panneau en mode on peut jeter un œil à tel truc, et en fait qui aspirait une quantité dingue d'infos sous le simple prétexte de vous dire, alors je vais vous dire si vous êtes à Lyon 3 ou Lyon 5. C'est histoire de bien vous dire quel temps il va faire. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un À ce sujet, il y a une série que je viens de commencer qui s'appelle Stalk et qui reprend justement tout ce que les applications, en changeant certaines lignes de code, peuvent récupérer dans les téléphones, dans nos téléphones. Alors, le temps passe. Une application que vous connaissez bien qui fait exactement la même chose, c'est Zoom. Zoom regarde la liste des applications qui sont lancées en même temps que Zoom. Voilà, c'est quelle raison, pourquoi, et qu'est-ce que ça peut informer, qu'est-ce que ça peut donner comme information sur les gens qui l'utilisent. Je voudrais revenir avant d'oublier sur un truc qu'on a dit tout à l'heure sur Stop Covid. On a parlé d'anonymat. Alors, je voudrais bien faire la différence entre l'anonymat et le pseudonymat. Parce que si l'intérêt de l'application Stop Covid, enfin l'intérêt, ce qui nous est présenté comme intérêt, c'est qu'on puisse retracer les rencontres que vous avez eues avec d'autres personnes. Donc, l'anonymat n'est absolument pas intéressant dans ce système-là. Il faut que ce soit du pseudonymat, c'est-à-dire qu'une personne soit représentée par un code, par une série de chiffres ou autres, qui ne puisse pas être utilisée pour quelqu'un d'autre. Il faut bien qu'il y ait un numéro associé à une seule personne. Et ça, c'est du pseudonymat. On ne va pas donner votre nom, votre prénom, votre adresse et tout, mais on va vous donner un code. Le pseudonymat, c'est l'impossibilité de remonter à la personne qui a généré la donnée. Et ça, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué parce que dans des systèmes où vous avez des milliers d'informations, il vous en suffit, par exemple, sur des déplacements, il suffit de quelques informations pour remonter à une personne particulière, même si elles ont été anonymisées. Il suffit de corréler ça à une autre base de données. Par exemple, des données de déplacement, vous allez regarder où est une personne à minuit et où est une personne à midi. Très probablement, à minuit, elle est chez elle, et très probablement, à midi, elle est au travail, ou à 15 heures, par exemple. Et donc, si vous avez le lieu d'habitation et le lieu de travail, très rapidement, avec quelques autres informations, vous arrivez à retrouver le nom de la personne qui a généré le tracé de cette géolocalisation. Donc, en fait, l'anonymat, c'est quelque chose de très fragile. Donc, il faut vraiment le manipuler et dire que les données sont anonymes avec une extrême frilosité. Je ne résiste pas à ajouter une anecdote à ça, une enquête d'un cher confrère et par ailleurs ami, Jean-Marc Manac, qui avait montré qu'il y avait une fuite de données personnelles considérable parce que des militaires français utilisaient l'application Strada, qui est une application juste pour savoir combien vous avez fait de kilomètres, tralala, le dénivelé, tout boxon. On avait pu les géolocaliser en Afghanistan sur des bases secrètes, ainsi que sur des sites militaires en France et à travers le monde. Et en fait, ce qui est dément quand on y pense 2 secondes, bon, déjà d'une part, c'est que l'armée, leur service de rattachement ne les avait pas mis en garde là-dessus. Et d'autre part, vous pouvez garder vos données anonymes et localement sur votre serveur avec Strada. Vous pouvez le faire. La seule raison pour laquelle vous les partagez, vous acceptez le partage, c'est si vous voulez les comparer avec d'autres.
Donc, le simple attrait de la compétition a finalement amené, par une mauvaise information aussi, en l'occurrence d'agents de la fonction publique des militaires, à leur mise en danger et la mise en danger de certains sites stratégiques, notamment en Afghanistan, mais ailleurs. C'est par ailleurs une méthodologie qui a été utilisée par plein d'autres pays, y compris les États-Unis. Et aujourd'hui, eh bien, l'armée se retrouve à dire « Oh là là, c'est très compliqué ». Je veux dire, merde, on a tous vu un épisode du Bureau des légendes, il faudrait peut-être quand même faire un effort à un moment, quoi. Alors, les amis, le temps passe très vite. On a appris là du coup que Zoom devait nous classer dans des gens qui écoutaient du Michel Sardou, essayer de faire des blagues de boomer tous les jeudis à 14h à peu près, et qu'on s'amusait à diffuser ça en plus sur Facebook. Bon, voilà, enfin, on le savait déjà un petit peu, nous. Maintenant, il y a un peu plus de gens qui le savent à travers le monde. Je crois que Marion voulait parler sur une note positive parce qu'on a parlé de choses qui peuvent peut-être être un petit peu anxiogènes. Ouais, tu voulais juste prendre la parole avant, Pierre, peut-être? Ouais, juste, je suis très inquiet parce que Sylvain tout à l'heure a dit est-ce que j'habite dans le 5e arrondissement ou le 3e arrondissement de Lyon? J'habite dans le 5e arrondissement, pas très loin du 3e, donc je suis un peu inquiet là. Tu as accès à des trucs? Ouais, ton micro, Ah, Sylvain. on t'entend plus. On t'entend plus, Sylvain, en fait. Non, je disais, si tu vois juste éloigner ton téléphone du mur, ça me permettrait d'être plus carré. On a juste une question du public. C'est vrai qu'on les a moins sollicités parce que déjà, le sujet nous intéresse. On avait plein de questions. Juste un petit tour, qui serait pour ou contre installer Stop Covid? C'était une question qui nous est arrivée en direct sur Facebook. Alors, notre pouvoir d'influenceur est quand même limité, je pense. Mais il y a des gens qui nous sollicitent. Moi, ça va dépendre du graphisme. Ça dépend combien l'État me donne. Ah. Non, je pense que je ne l'installerai pas. Moi non plus. Pour être très honnête. Moi non plus. Donc, ouais, vous venez de donner une donnée personnelle. Là. Personnelle, je ne l'installerai pas. Bon, Voilà. juste... Toi, à La Réunion, déjà, sur les déplacements, ça va être plus limité, peut-être. C'est bon. Oui, aussi, oui. Mais je vous dirai un petit peu plus pourquoi tout à l'heure. Ah, ok. Ah. Bon, juste pour Normal. finir sur une note positive, on a beaucoup parlé des dangers de la collecte des données, mais je sais que Sylvain, vous êtes cultivateur de Data Love chez DataGueule et vous lancez une nouvelle campagne Utopie. On peut aussi se réapproprier les données pour faire des choses positives. Donc, juste en 2 mots pour terminer sur un point positif. Oh la vache. Parce En fait, 2 mots, hein. On a préparé avec Marion l'autre jour, c'est ce sur quoi je voulais le plus parler. Ouais, il y a cette idée en fait que la donnée, c'est pas seulement la donnée personnelle, la donnée, c'est pas seulement la donnée massive. La collecte de données, le traitement statistique humaniste et conscient, c'est aussi ce qui a donné lieu, mine de rien, à la sécurité sociale par la découverte des accidents du travail. Il y a plein de mécanismes de protection de gens. Donc, il y a aussi des choses qui peuvent être faites de manière responsable, humaniste, sociale, progressiste et puis voilà quoi, égalitaire, tout ce qu'on veut. Il y a plein de luttes hyper intéressantes que je vous conseille de voir. Parfois, quand on n'est pas compté, on ne compte pas. Dans le cadre des recensements, par exemple, les personnes trans, dans les pays anglo-saxons notamment, demandent à être recensées comme telles parce qu'on ne les reconnaît pas, on ne leur reconnaît pas leurs droits. Et ça, c'est une vraie lutte sociale à laquelle il faut s'intéresser. Et pour ce qui est de Utopie, c'est parce que voilà, on a beaucoup exploré la notion de démocratie, la notion d'alternative avec DataGueule. Et là, on a lancé effectivement dimanche dernier un crowdfunding pour réunir de quoi faire une série documentaire où on va aller voir un petit peu toutes les approches possibles de cette notion d'utopie, mais dans le réel, des gens qui essaient de traduire des idées en organisation sociale. Alors, il y a des personnes qui veulent avoir toute liberté. C'est le Free State Project, par exemple, qui veut réunir des gens pour un vrai État libre aux États-Unis. Il y a des personnes qui veulent pouvoir être parfaitement dans l'horizontalité. Il y a évidemment Notre-Dame-des-Landes qui avait expérimenté ça, mais il y a plein d'autres idées. Et puis, il y a aussi Google qui pense qu'une ville peut être gérée uniquement par les données, y compris dans son système politique. Donc ça, c'est Quayside, un projet qui se lance à Toronto avec une vraie Smart City. Voilà. On en parlera beaucoup plus ce soir à 18h sur plein de réseaux si vous suivez DataGueule. Je ne vais pas m'étendre ici plus, mais en tout cas, voilà, c'est une autre approche et dans laquelle
on espère pouvoir explorer d'autres imaginaires et donner à penser ça de manière un peu différente et positive si possible. Merci Sylvain. Pierre? Pierre, rapidement, et Chloridric après, sur quelques pistes aussi, peut-être pour éviter de donner quelques données. Non, juste rappeler qu'effectivement, quand on a des ateliers autour de la question des données avec les jeunes, dans le réseau information jeunesse, on s'est souvent fait la réflexion qu'il fallait finir par une note positive, que souvent la question des data était prise sous l'angle, en tout cas c'était vite anxiogène, et que notamment quand on en parle aux jeunes, avec les outils qu'on peut avoir, je pense à la valise data, c'est important de finir sur des notes positives et que rappeler, comme le disait Sylvain, que la donnée, c'est pas que des données personnelles qui servent à faire du business et de la surveillance, que ça peut être aussi des objets politiques pour tout le monde, que n'importe quel citoyen peut utiliser, et aussi pour des causes tout à fait nobles et politiques. J'insiste sur le côté politique de la donnée au sens positif et noble du terme. Et c'est quelque chose quand on organise des ateliers avec les jeunes, on s'est toujours dit qu'il fallait terminer sur ces notes qui relèvent plus de l'empowerment de tout le monde que de c'est que du business, c'est que de la surveillance de masse. Il ne faut pas que ça se résume qu'à ça, je trouve. Chloridric, peut-être un petit mot de la fin, parce que bon, là, on a explosé les compteurs temps de toute façon. C'est ça. Non, je notais le sujet Smart Cities par Sylvain, qui avait l'air de dire que c'était plutôt bien. Je pense qu'on peut repartir pour 3 quarts d'heure là facilement sur ce sujet-là. Parce que nous, on a une campagne sur le sujet des Smart Cities qui s'appelle Technopolis depuis septembre dernier et qui travaille justement sur ce type de villes dans lesquelles on veut générer de la donnée pour la ville. Et puis à l'époque, c'était très très bien. C'était faire de la politique dans la ville avec la donnée, et puis ça s'est plutôt transformé en mais et si on surveillait nos concitoyens, ce serait quand même pas mal. Donc on a une grosse campagne là-dessus, qui est importante. Non, sur le sujet positif, nous on travaille beaucoup sur tous ces sujets-là. Donc si vous voulez qu'on continue à pouvoir le faire, faut donner, parce qu'on vit que par les dons des gens. Et puis le dernier sujet, je pense, qui est quand même très important pour nous, c'est que ces histoires de données, le fait que ce soit important, le fait qu'il faille les protéger, toutes les histoires de l'usage par les GAFAM et autres, ça commence quand même à infuser dans la société. C'est assez, nous on le voit arriver, on voit pas mal de développeurs qui viennent nous voir en disant j'ai un projet là qui vise à protéger les données personnelles, est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil, etc., etc. Et nous on trouve ça plutôt positif que toute cette idée, cette prise de conscience monte dans la société et que que tous les gens qui veulent monter des nouveaux services se disent pas et si j'enseigne mon nouveau service en récupérant un maximum de données et en les revendant pour faire de la publicité. C'est quelque chose que nous on sent exister de moins en moins, le fait de se baser sur la publicité, sur la vente de données et tout. Et donc c'est plutôt pas mal que ces derniers temps, ces derniers mois, dernières années, finalement, il y a cette prise de conscience des personnes qui vont fournir des services, d'être plus respectueux pour de vrai sur les données personnelles, et ça c'est plutôt pas mal. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Sylvain, merci. Je crois que le devoir t'appelle. Merci à vous. Tu as un live ce soir aussi. Deux lives ce soir. 2 lives ce soir. Donc, un grand merci d'avoir pris du temps pour venir avec nous sur Stalkige numéro 6. Donc, DataGull sur les réseaux, sur Insta, sur Partout, Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, YouTube, voilà. Tout ça. Un petit peu partout. La quadrature, pareil, Chloridric, tu restes avec nous jusqu'à la fin. Voilà, sinon la quadrature, pareil, Twitter, Insta, Facebook. Alors non, pas Insta, mais oui, on est sur Facebook, on est aussi sur Mastodon, qui est un réseau décentré, ou sans centre. Sur Peertube aussi, on a video.lqdm.fr. Il y a aussi un serveur Peertube pour DataGull qui contient les vidéos. Il faudrait publier les vidéos en premier sur Peertube pour en parler. Toutes les vidéos sont sur Peertube. Toutes les vidéos. Petit message. Qui est un réseau qui fait un peu comme YouTube, mais qui permet de ne pas être hébergé par YouTube et qui est vraiment très puissant. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a plein d'outils qui permettent de diffuser de l'information comme ça sans être forcément sur les GAFAM. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser.
Merci. Voilà qui va faire plaisir à nos amis de Framasoft. Puis on a une petite pensée pour Pig, pour Pierre-Yves Grosset. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais. Et il piaffe d'impatience. Il râle d'impatience même depuis plusieurs minutes, sûrement, Siegfried, pour sa chronique de la mauvaise humeur. Alors, le petit jingle. Et Siegfried qui doit se demander comment il va faire à partir de la semaine prochaine pour râler si on n'est plus là. Oui, mais comme on sera déconfiné, je verrai plus de gens. Donc, on râlera en individuel. Fini le râlage de masse. Et... En vrai, en réel. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ben moi, ce que je me dis, c'est que non, franchement, laissez-moi m'arriver avec un bon coup avec vos histoires de données personnelles, parce que franchement, en bref, ce que j'aime par-dessus tout depuis que j'ai entendu parler de ce truc-là, ce sont les biais cognitifs. Et oui, encore les biais cognitifs, ça tombe bien, ça marche sur tous les sujets. Alors, je vais vous faire un petit point vite fait sur les biais cognitifs ou pas. Allez, de toute façon, je n'ai pas la réponse, donc je vous fais un petit point. Ce sont des raccourcis dans le cerveau qui nuisent à notre esprit critique. Et là, il va râler parce qu'on va l'avoir perdu au plus mauvais des moments. Ah là là. Contaminé. Mais c'est juste une énorme supercherie. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que vous soyez allé à Super U parce que de toute façon, tous… ça marche pas, c'est ça? Et on a eu un petit blanc à un moment. Ok, bon. Alors, on s'était arrêté gros suspense sur les biais cognitifs. Ah, ok, d'accord. Alors, les biais cognitifs, je refais un petit point. Ce sont des petits raccourcis dans le cerveau qui nuisent à notre esprit critique. Ça marche, ouais, c'est bon? C'est bon, là. Voilà. Alors, on en est là avec le Stop Covid, le débat sur Stop Covid. Cette application qui va savoir si on a été en contact avec une personne contaminée. Mais ça, c'est juste une énorme supercherie parce qu'est-ce qu'on s'en fout que vous soyez allé à Super U? Parce que de toute façon, on va tous le choper à Super U, le Stop Covid, parce que le virus… oui, non, il n'y a pas autre chose. Le vrai débat, en fait, là-dedans, c'est de savoir si est-ce que le virus n'aurait pas été inventé par les développeurs de Stop Covid. Hashtag fake news. Premier biais cognitif, prenons le biais de l'innovation. C'est la tendance à surévaluer l'utilité d'un nouveau produit et de sous-estimer ses limites. Par exemple, c'est de croire que Stop Covid va vraiment stopper l'épidémie. Or, les vrais freins contre le virus sont la distanciation sociale et les gestes barrières. Mais avec cette explication, tout le monde va se mettre à faire n'importe quoi sous prétexte que la personne qu'on rencontre n'aura pas déclaré qu'elle est porteuse ou elle ne le saura pas elle-même. Ce débat, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On donne déjà toutes nos données personnelles sous toutes leurs formes, que ce soit notre carte bancaire quand on paye l'autoroute, quand on s'inscrit sur Tinder ou même nos cartes de fidélité. Tiens, parlons-en des cartes de fidélité. Monsieur, je vous fais une petite carte de fidélité, elle est gratuite. Non, mais sérieux, je vais payer avec mes données personnelles. Tu vas m'envoyer des promos à tout bout de champ pour que j'achète encore et encore. Tu vas me faire des statistiques et les analyser pour mieux cibler les mecs comme moi, beaux gosses, intelligents et dotés d'une musculature indécente. Et à ce moment-là, c'est le biais cognitif qui nous pousse à signer ce petit papier pour avoir cette carte de fidélité bien accrochée à notre porte-clés. Le biais cognitif s'appelle l'heuristique des disponibilités. C'est notre tendance à porter beaucoup trop d'importance aux informations qui sont à notre disposition. Par exemple, je prends cette carte de fidélité parce que j'ai un ami qui, un jour, a eu une super promo sur le nouvel iPhone. Les petits secrets, ça ne vous arrivera jamais. Par exemple, moi, je suis victime du biais cognitif qui s'appelle l'excès de confiance. J'ai tendance à surestimer mes capacités à comprendre le sujet des données personnelles, ce qui me pousse à ne rien protéger sur les réseaux et donc prendre tous les risques. Mon identité numérique est une catastrophe et en même temps, je n'ai rien à cacher. Et puis vous non plus, j'imagine. Je dois vous faire un petit aveu, je vous ai stalké. Alors stalker, tout à l'heure Marion en a parlé, c'est quoi? C'est espionner quelqu'un sur les réseaux. Si vous voulez voir les effets néfastes de cette action, allez voir la mini-série sur le replay France 2 qui s'appelle Stalk. Alors, attention, ça va balancer gros. Je vous ai stalké. Pierre, toi, tu as une relation compliquée avec une trottinette, je crois. Toi, tu écoutes beaucoup trop de musique douteuse. Marion, toi, tu regardes beaucoup trop France 2 dans ton camion. Olivier, tu as ouvert un bistrot clandestin. Et pour terminer, notre productrice, Pat Le Guen, elle, devrait contrôler sa consommation de vin rouge. Mais je crois, de toute façon, que c'est un problème de vieux, ces histoires de données personnelles, parce que les jeunes qui sont nés il y a moins de 20 ans ont tout compris. Ils savent comment ça marche tout ça. Mais non, en fait, c'est pas vrai, ils savent pas. Tes parents peuvent tout savoir ce que tu fais et où tu es en permanence. Tinder va te programmer un mariage automatiquement et te notifier la date. Zara va t'envoyer automatiquement des fringues de la collection de l'année dernière parce qu'il a vu
que tu n'étais pas très à la mode, voire un peu ringarde. Voilà, donc pour terminer, imaginons qu'un jour, comme dans le film Selfie, que toutes nos conversations WhatsApp, Messenger ou Snapchat soient disponibles à tout le monde et sur tous les réseaux. Qu'est-ce que vous auriez à cacher, vous? Allez, je vous laisse réfléchir et imaginer. Et c'est terminé. Alors, merci. Il faudrait poser la question à Benjamin Griveaux. Oui. Ah, il a réussi à passer. Ah, bien. Ouais, on a eu un Griveaux. Trouver éventuellement soutien-gorge, robe de mariée, tout ça, vu que Tinder avait déjà prévu le mariage. Alors, du coup, ça va se passer comment pour nous après le déconfinement? Je pense qu'on ira tous dans un bistrot clandestin en trottinette pour regarder France TV, écouter de la musique douteuse. C'est comme ça que ça va se passer en buvant de la grenadine, puisque les boissons rouges sont à consommer avec modération. Rappelons-le, ça va être l'heure de toute façon de la prévention, puisqu'on va passer à la chronique du PDN après le... Ça va être pas à toi, Ornella, qui attend depuis le début, qui de la réunion, rappelons-le, et je crois que ça va faire du bien de faire un peu de prévention après cette chronique parfois viticole. J'espère en tout cas. Moi, cette thématique, elle m'a inspirée et à la fois fait peur parce que les données, comme on disait tout à l'heure, généralement, on se dit c'est pas très grave, j'ai pas grand-chose à cacher. Ou alors, certains se disent totalement le contraire, ils veulent pas du tout être sur les réseaux, ils veulent pas du tout être vus, ils veulent rien du tout. Et du coup, c'est ça qui bloque en ce moment, c'est que, en tout cas à la Réunion, les gens n'ont pas vraiment peur de mettre à vue et pour tous leurs données parce que généralement, ils ne s'en rendent pas compte. Et du coup, à La Réunion, en tout cas, il y a une chaîne informative qui a créé un hashtag qui s'appelle Réseau Reste Notre Case. Et en fait, ça veut dire on reste chez nous. Hein. Et ce réseau-là, ça permet à toutes les personnes qui ont envie de partager leurs images. Alors évidemment, TikTok, en veux-tu, en voilà. Tout le monde s'y met et on n'y retrouve que de ça, que des vidéos TikTok qui passent en plus sur les JT le soir. Alors du coup, moi pour ça, il n'y a pas de souci. Je suis totalement pour parce que voilà, ça fait changer un peu les idées, ça rassure, ça donne envie, c'est amusant, c'est rigolo. Mais je voudrais attirer vraiment l'attention sur le fait que la plupart du temps, ce sont des enfants qui sont filmés en train de danser, en train de jouer, en train de faire du playback. Il n'y a pas de souci, sauf qu'il faut être aussi conscient que lorsqu'on fait ça, on expose nos enfants. Donc ça, c'est un sujet qui est très difficile à aborder parce que généralement, les parents se disent que ce n'est pas important ou voir que ce n'est pas grave ou même que les enfants savent ce qu'ils font et en fait, non, pas du tout. Donc voilà, moi, c'est surtout là-dessus que je voudrais, entre guillemets, réveiller les consciences. Après, ça marche pour TikTok comme ça marche pour les autres réseaux sociaux, mais c'est vrai que TikTok, en ce moment, c'est la grande montée. Il y a un nombre affolant d'inscrits, donc bon, voilà. Je rebondis sur ce que tu dis, on est là pour dire qu'on est un peu comme les cordonniers. C'est-à-dire je rebondis sur un commentaire qu'il y a sur une page Facebook à Montpellier. Effectivement, on utilise un système de visio qui s'appelle Zoom, en l'occurrence, pour le nommer, qui a été quand même épinglé plusieurs fois pour ses pratiques en termes de collecte de données. Et puis, effectivement, tout à l'heure, on a balancé des vidéos glanées sur le web, notamment de TikTok, où on voit des enfants. Donc, c'est comme toujours, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, et on en est encore la preuve aujourd'hui. Après, je rebondis aussi, c'est qu'à partir du moment où on a trouvé ces informations-là, c'est qu'elles sont accessibles. Donc, il faut aussi réfléchir sur le rôle que chacun a. Après, je vais pointer du doigt personne, mais chacun doit être responsable de ce qu'il fait et chacun doit être conscient aussi. Donc, ça va être au rôle, moi, je parle en tant que parent parce que je suis aussi parent, je ne mettrai pas mon fils à la vue de tous et à n'importe qui, à n'importe quel moment. Après, c'est un choix que l'on fait. On calcule ou pas les répercussions. Moi, sur TikTok, voilà, j'ai quand même une petite appréhension.
c'est vrai qu'on retrouve un peu les mêmes options que Musical.ly, je ne sais pas si vous connaissez, dont voilà, c'est pour ça que les jeunes, surtout les jeunes, sont très très actifs sur ce réseau. Alors nous, ça fait, avec les collègues, ça fait déjà quelques mois qu'on parle de TikTok. On pourrait passer une émission à parler de TikTok et sur ce qui se passe dessus. Mais oui, effectivement, c'est important d'en parler et d'y réfléchir. Nous donne pas trop d'idées comme ça, Pierre. TikTok est... Nous ne ferons pas le débat aujourd'hui, mais est-ce que TikTok survivra au déconfinement? Est-ce que les parents auront autant de temps pour faire autant de créations après le déconfinement qu'actuellement? Ce n'est pas le débat du jour. Ornella, merci pour ta chronique. Mais de rien, attends, je voudrais juste ajouter un petit truc. Une petite chose. Pourquoi est-ce que je ne téléchargerai pas le Stop Covid? Tout simplement parce que ce n'est que mon avis, mais les personnes qui sont testées positives ont généralement envie que ça ne sache pas. Et je préfère respecter cet anonymat-là. Tout à l'heure, on a parlé du fait de ne pas confondre l'anonymat et le pseudonymat. Et en plus, à La Réunion, petite information, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a un entrepreneur réunionnais qui a développé une application qui est un peu similaire et qui fonctionne aussi avec le mode Bluetooth. En fait, vous téléchargez l'application et lorsque vous allez croiser d'autres personnes qui ont aussi cette application-là, les téléphones vont se connecter par Bluetooth. Et la personne qui aura été contaminée, du moins qui se sera fait dépister positive, aura la possibilité d'envoyer une notification aux personnes qu'elle a croisées et qui ont l'application sur leur téléphone. Donc voilà, c'est en train d'être développé. Ça a été annoncé en fin d'avril, mais on ne sait pas non plus si ça verra le jour. Mais en tout cas, en termes de données, il nous a été présenté du fait que l'historique sera conservé sur notre smartphone et non pas sur un serveur central. Donc, ce qui fait qu'on pourra supprimer ces données-là au bout de 14 jours pour être plus sûr, quoi. Voilà, c'est tout. Merci Ornella pour cette première pour toi et pour cette dernière chronique des promeneurs du net. Et pour clôturer, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que nous nous retrouverons un jour. On va être acheté par Cyrus. On va clôturer l'émission comme d'habitude, alors avec du retard. Alors, quand même, je me permets de dire que On se retrouvera, c'est aussi une chanson de Francis Lalanne qu'on connaît bien. Ah, oui, qu'on connaît bien. Alors, peut-être qu'un jour, si on se fait nous avons une ça peut invitée. ressortir. Oui, nous avons une invitée musicale, donc nous épargnerons nos talents de chanteurs communs. Dommage. On le fait. Mais non, on ne le fait que dans des bistrots clandestins. Et donc, on accueille Ilmao dans la rubrique juste après le petit jingle. Ilmao, bonjour. Merci d'avoir patienté. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Donc, Ilmao, tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens. Alors, on a encore une invitée bretonne, hein, je ne veux pas. Elle a été fortement représentée au cours de nos émissions. Ah oui, les Bretons sont des artistes, c'est pour ça. C'est des artistes, c'est des co-animatrices, on a eu des promeneuses du net, ils sont partout. Même quand ils ne sont pas en Bretagne, on arrive à en retrouver aux quatre coins de la France. Ils sont partout, ces Bretons. C'est l'envahisseur, en fait. Personne ne le sait, mais… Alors, toi, tu… Donc, moi, je suis de Saint-Malo, à la base. Et maintenant, je vis à côté de Rennes. Voilà, je m'appelle Stéphanie. Mon nom de scène, c'est Ilmao. Et voilà, je suis auteure, compositrice, interprète de mes chansons. Et je devais sortir mon premier EP là. Et c'est tombé à l'eau et il n'y a plus de date de concert, donc c'est reporté. Mais alors, là, c'est d'actualité. Le report de ton EP, il est reporté. Pour les concerts, c'est quand même pas mal. Comme beaucoup d'invités qu'on a pu avoir sur les dates de concert,
c'est le flou pour le moment pour beaucoup C'est de très nos- flou, ouais. Par contre, la date de la sortie de l'EP, elle est repoussée, c'est inédit. Elle est repoussée, mais on ne sait pas à quand, vu qu'il faut des dates de concert pour faire la sortie, et que là, pour l'instant, bon. Donc, on attend, on va voir, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai été bien active sur les réseaux, j'ai fait d'autres choses, et c'est Alors, bien aussi. il y a 2 projets, en fait. Un spécial confinement, un clip confiné. Voilà, c'est ça. Donc, un clip confiné sur une de mes chansons que j'avais tournée à Madagascar, parce que je suis engagée avec une ONG là-bas. Donc, je vais en parler après de ce projet-là. Donc, j'avais tourné cette chanson-là à Madagascar, j'avais fait danser les enfants là-bas. Et je me suis dit, on va faire une autre version ici, on va faire danser les gens ici. Voilà, donc là, j'ai déjà reçu une bonne trentaine de vidéos, voire un peu plus, de gens qui dansent sur la chanson. Voilà, tout est sur mon Facebook ou Instagram, tout est expliqué. Et donc, les gens peuvent m'envoyer leurs vidéos s'ils veulent faire partie du clip. Et ils font ce qu'ils veulent, ils dansent, ils chantent, ils font ce qu'ils veulent sur la vidéo. Alors, si On doit danser ou pas? Comment? Là, tu On as doit danser, là c'est la dernière si tu as vu. Mais on va finir avec Ilimao et pendant qu'elle va chanter, si tu as envie de danser, si l'envie te prend, je pense que tu es autorisé. Je pense que les réseaux le demandent d'ailleurs. Et ce projet de ONG à Madagascar que tu croises avec la musique, je crois. Oui, c'est ça en fait. Je suis marraine d'une association là-bas, une petite association, mais qui est vraiment géniale, qui fait plein de choses pour les enfants. Alors, c'est sur l'île de Sainte-Marie et à Tana, la capitale, qui s'occupe des enfants des rues. Et donc, c'est avec eux que j'ai tourné mon premier clip de Somos. Et donc, j'essaye de récolter des fonds à chaque fois pour eux, de mener des actions, de donner de la visibilité à l'association. Et donc là, pareil, il y aura une partie, si on arrive à récupérer des fonds sur ce clip, tout sera reversé à des associations. Que je ferai voter tous les participants pour choisir les associations qu'ils veulent. Et il y aura forcément l'association dont je suis marraine qui s'appelle l'Association des rêves. Voilà. Super. Et donc, tu vas nous interpréter 2 morceaux. Ouais. Ah non, c'est la guitare aujourd'hui. Alors, hier, on était au ukulélé, mais là, ce sera la guitare. Mais il y aura le ukulélé aussi. Ah, nous voilà rassurés. Donc, 2 morceaux de ta composition pour clôturer le 6e Tolkiji. On se retrouvera pour un petit mot de la fin juste après, toi. Et on te laisse. Ok, ça marche. Donc là, c'est Somos. C'est la chanson pour laquelle je fais le clip que je vais vous interpréter. Elle est écrite en malgache et espagnol. Parce que j'étais prof d'espagnol avant de me lancer dans la musique. Isaina, 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 Atika, Javiti, Tiavana, Atika, Javiti, Atika. Isaina, 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 Atika, Javiti, Tiavana, Atika, Javiti, Atika.
somos la luna y somos el sol, somos el viento y somos unidos. Somos la luna y somos el sol, somos el viento y somos unidos. Bravo. J'espère que vous m'avez bien entendu, ça a été? Oui, on a été obligé de couper un micro pour être très franc, mais c'est bon, c'est pour nous. Le son était, on t'entendait parfaitement. Ok. Comme hier. Alors, c'est chouette. On a vu quelques déboires sur les premières, mais là, c'était parfait. Ok. Donc là, je vous fais la deuxième. Ça s'appelle The Future is Now. Voilà, le futur, c'est maintenant. Et il est temps de faire mieux, non? Et on attend toujours que Siegfried danse. Oh my future is now. Oh my life is beginning now. My life is changing without me. The dawn is coming and it's already here. I've cleaned up my memories after day after eve. I've never given up, I've resisted. Up until fire surrounding against the storm, I have been reborn, feeling strong and I've never felt. I haven't second opportunity. God give me a second chance and I feel like I deserve it. Oh, the future is now. Oh, life is beginning now. Don't worry, be happy and love, come on. Live the moment, life is the future is now. Oh, my soul is in the city of gold. Oh, my world is changing in gold. My voice is open, a new way of being, where the joy is curing uncertainty and fears. I joy and I love the life I am changing, and I'm ready to be the best and live my life the way I want, the way I feel, like the nest and make the most of each moment, each second, and each person. Oh, the future is now. Oh, life is beginning now. Don't worry, be happy, love, come on. Live the moment, relax, 'cause the future is now. Oh, the future is now. Oh, life is beginning now. Don't worry, be happy, love, come on. Live the moment, relax, 'cause the future is now. Et voilà. Bravo. Merci. Merci, Ilmao. Merci on à peut vous te de m'avoir retrouver invité. Sur Facebook, Ilmao, tout simplement. Sur Instagram, Ilmao_officiel. Sur Twitter, Ilmao aussi, il me semble. Voilà, si on veut danser. L'EP, il est disponible sur Bandcamp.
Alors, Bandcamp. Voilà, c'est une plateforme d'écoute gratuite. Et il y a le lien sur Facebook, sur Insta. Et pour ceux qui ne sauraient pas quoi faire ce week-end, s'ils ont envie de danser et t'envoyer la vidéo pour alimenter ton clip, voilà, une activité. Météo France que je consulte et qui ont stalké donc mes données. De toute façon, annonce du très mauvais temps pour ce week-end. Donc, c'est une activité pour le dernier week-end, logiquement, avant la fin d'une forme de confinement. Merci à toi, Ilmao, d'être notre dernière invitée musicale. Les amis, un grand merci à vous. Il y a 6 ou 7 semaines, on a lancé l'idée un petit peu farfelue de se dire qu'on allait faire une émission en direct, on allait monter très très vite. On a dit banco, on a fait ça vite. On s'est professionnalisé peut-être un petit peu ou pas du tout. On a commencé à le lancer comme ça, un peu sans fil très très vite. Je pense qu'on a tous progressé, c'était aussi chouette. Un grand merci à vous d'avoir pris du temps. Merci à Olivier, à Sam qui ne sont pas là, à Julie qu'on a entreaperçu. Un grand merci à tous les gens dans les centres régionaux information jeunesse, dans les bureaux information jeunesse, dans les points information jeunesse, tout ce qui se termine en IGE, de s'être mobilisé à travers la France, également dans les dom-toms. Enfin voilà, c'était chouette. C'était une belle aventure. Pour certains d'entre nous, on va retrouver aussi le public, enfin, en tout cas dans les tout prochains jours, de façon différente, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est notre cœur de métier que d'accueillir les jeunes. On est accessible sur les réseaux sociaux, mais aussi on vous attend dans nos structures parce qu'on n'est pas que virtuel, on est aussi bien réel. Il y a plus de 1000 structures, donc il y en a forcément une pas loin de chez vous pour vous accompagner dans vos projets, pour répondre à toutes vos questions. Et elles seront sûrement nombreuses après ce confinement. Donc, un grand merci. Ouais. Et merci à toi, Romain. Big up pour le fait que ça ressemble à une émission de Canal+. Eh ben, en merci. vrai. Ouais, big up. Plaisir. Je dirais ne pleure pas. Et t'es pas obligé de parler comme dans Zone Interdite ou je sais pas quoi. Hein. T'es pas obligé de dire. Je pars en reportage avec Bernard de la Villardière prochaine. Donc voilà pourquoi. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Je pense que ça va peut-être pas nous manquer aujourd'hui, demain et la semaine prochaine, mais peut-être que d'ici 15 jours, on se dira que ça nous manque. En tout cas, merci aussi aux gens qui nous ont supportés, qui nous ont regardés. On espère que vous avez appris des choses, que vous avez un petit peu rigolé parfois pendant cette période de confinement. Un grand merci. Un dernier jingle. Personne n'a une petite blague pour le jingle OK Boomer. On me l'avait réclamé une dernière fois. On n'a pas eu trop l'occasion. Ah si, elle est à toi la chemise? Non, elle n'est pas à moi. Je croyais qu'elle était à Caro. Allez, c'est bon, blague de boum. Allez, on voulait vraiment le sortir cette dernière. À très vite dans les structures information jeunesse et merci à tous. À bientôt. Au revoir.